La maison Bonnefille. L'évêque Thierry d'Hirson, de son vivant, possédait à Paris, dans la rue Mauconseil, un hôtel jouxte celui de la comtesse d'Artois, et qu'il avait agrandi en achetant la maison d'un de ses voisins nommé Julien Bonnefille. Ce fut cette maison, reçue en héritage, que Béatrice proposa à Robert d'Artois comme abri de leur rencontre. La promesse de s'ébattre en compagnie de la dame de Parage de Mahot, à côté de l'hôtel de Mahot, dans une maison payée par les deniers de Mahot, et qui de surcroît gardait le nom de maison Bonnefille, il y avait en tout cela de quoi satisfaire le penchant naturel de Robert pour la farce. Le sort organise parfois de ces amusements. Néanmoins, Robert, dans les débuts, n'en usa qu'avec une extrême prudence. Bien qu'il fût lui-même propriétaire dans la même rue d'un hôtel où il ne résidait pas, mais qu'il venait visiter de temps à autre, il préférait ne se rendre à la maison Bonnefille que le soir tombé. En ces quartiers proches de la Seine, où les voies étroites étaient encombrées d'une foule dense et lente, un seigneur tel que Robert d'Artois, de stature si reconnaissable et escorté d'écuyers, ne pouvait passer inaperçu. Robert attendait donc la chute du jour. Il se faisait toujours accompagner de Gilet de Nesle et de 3 serviteurs choisis parmi les plus discrets et surtout les plus forts. Gilet était la cervelle de cette garde, et les 3 valets à point d'assommeur se plaçaient aux issues de la maison Bonnefille, sans livrer, comme de quelconques badauds. Au cours des premières entrevues, Robert refusa de boire le vin aux épices que Béatrice lui offrait. « La donzelle peut bien avoir été chargée de m'enherber, se disait-il. » Et il ne se dévêtait qu'à regret de son surcot doublé d'une fine maille de fer, et tout le temps du plaisir gardait l'œil vers le coffre où il avait posé sa dague. Béatrice se délectait de voir pareille crainte. Ainsi, elle, petite bourgeoise d'Artois, fille non mariée à 30 ans passés, et qui avait roulé dans toutes sortes de draps, pouvait inspirer crainte à un tel colosse et un si puissant pair de France. L'aventure avait pour Béatrice, plus encore que pour Robert, tout le piment de la perversité. Dans la maison de son oncle l'évêque, et avec le mortel ennemi de Madame Mahot, à laquelle, pour excuser ses absences, Béatrice devait compter sans cesse de nouvelles fables. La Divion était réticente. Elle ne céderait pas d'un coup, et ce serait folie que de lui verser forte somme pour laquelle elle pourrait ne vendre que gros mensonges. Non, il fallait la voir souvent, lui extirper bribe par bribe les intrigues du mauvais monseigneur Robert, lui faire livrer le nom des témoins de complaisance et ensuite vérifier ses dires, aller trouver le sieur Juvigny au Louvre ou Michelet-Guéroult, le valet du notaire Tesson. Ah, tout cela n'allait pas sans peine, ni temps, ni monnaie. Il conviendrait, madame, de donner une pièce d'étoffe à ce clerc pour sa femme. Sa langue se délira. M'autorisez-vous à vous prendre quelques livres? Et le plaisir de regarder madame Mahot dans les yeux, de lui sourire et de penser, il y a moins de 12 heures, je m'offrais toute dépouillée à messire votre neveu. À voir sa demoiselle de Parage tant se dépenser à son service, Mahot la rabrouait moins, lui montrait de nouveau de l'affection et ne lui ménageait pas les gâteries. Pour Béatrice, c'était une occasion doublement exquise de jouer Mahot tout en s'appliquant à conquérir Robert. Car on ne saurait prétendre avoir conquis un homme parce qu'on a passé 1 heure avec lui, au même lit. Pas plus qu'on est maître d'un fauve parce qu'on l'a acheté et qu'on l'observe à travers les grilles de la cage. La possession ne fait pas le pouvoir. On est le maître, vraiment, que lorsqu'on a si bien travaillé le fauve, qu'il se couche à la voix, rentre les griffes, et qu'un regard lui sert de barreau. Les défiances de Robert étaient pour Béatrice comme autant de griffes à limer. En toute sa carrière de chasseresse, elle n'avait jamais eu l'occasion de piéger si grand gibier et réputé si féroce que c'en était proverbe. Le jour où monseigneur Robert consentit à accepter de la main de Béatrice un gobelet de grenache, elle connut sa première victoire. J'aurais donc pu y mettre du poison, et il l'aurait bu. Et quand une fois il s'endormit, pareil à l'ogre des fabliaux, alors elle éprouva le sentiment du triomphe. Le géant avait au cou une démarcation nette, là où se fermait la robe ou la cuirasse. La teinte brique du visage tanné par le grand air s'arrêtait brusquement, et au-dessous commençait la peau blanche, tavelée de taches de son et couverte aux épaules de poils roux comme la soie des porcs. Cette ligne semblait à Béatrice la marque toute tracée pour le tranchant d'une hache ou le fil d'un poignard.
Les cheveux couleur de cuivre, frisés en rouleaux sur les joues, s'étaient déplacés et laissaient apparaître une oreille petite, délicatement tourlée, enfantine, attendrissante. On pourrait, pensait Béatrice, dans cette petite oreille, enfoncer un fer jusqu'à la cervelle. Robert se réveilla en sursaut au bout de quelques minutes avec inquiétude. « Eh bien, monseigneur, je ne t'ai pas tué, dit-elle en riant. Son rire découvrait une gencive rouge sombre. Comme pour la remercier, il relança au jeu. Il lui fallait avouer qu'elle le secondait bien, inventive, sournoise, peu ménagère de soi, jamais rechigneuse et criant fort sa joie. Robert, qui pour avoir troussé toutes sortes de cottes, soit lin ou chanvre, se croyait grand maître en ribauderie, devait reconnaître qu'il avait trouvé là plus forte partie. « Si c'est au sabbat, ma petite mie, lui disait-il, que tu as appris toutes ces galanteries, on devrait davantage y envoyer pucelle. » Car Béatrice lui parlait souvent du sabbat et du diable. Cette fille lente et molle en apparence, ondoyante de démarche, traînante en sa parole, ne révélait qu'au lit sa vraie violence, de même que son discours ne devenait rapide et animé que lorsqu'il s'agissait de démons ou de sorcellerie. « Pourquoi ne t'es-tu donc jamais mariée ?» lui demandait Robert. « Les époux n'ont pas manqué à se proposer, surtout si tu leur as donné tel avant-goût du mariage. » Parce que le mariage se fait à l'église, et que l'église m'est mauvaise. Agenouillée sur le lit, les mains aux genoux, l'ombre au creux du ventre, Béatrice, les cils bien ouverts, disait « Tu comprends, monseigneur, les prêtres et les papes de Rome et d'Avignon n'enseignent pas la vérité. Il n'y a pas un seul Dieu. Il y en a deux, celui de la lumière et celui des ténèbres, le prince du bien et le prince du mal. Avant la création du monde, le peuple des ténèbres s'est révolté contre le peuple de la lumière, et les vassaux du mal, pour pouvoir vraiment exister, puisque le mal est le néant et la mort, ont dévoré une partie des principes du bien. Et parce que les deux forces du bien et du mal étaient en eux, ils ont pu créer le monde et engendrer les hommes, où les deux principes sont mêlés et toujours en bataille, et où le mal dirige puisque c'est l'élément du peuple d'origine. Et l'on voit bien qu'il y a deux principes, puisqu'il y a l'homme et la femme, faits comme toi et comme moi, de manière diverse, poursuivait-elle avec un sourire avide. Et c'est le mal qui chatouille nos ventres et les pousse à se joindre. Or, les gens dans lesquels la nature du mal est plus forte que la nature du bien doivent honorer Satan et faire pacte avec lui pour être heureux et triompher en leurs affaires, et ils ne doivent rien faire pour le Seigneur du bien, qui leur est adverse. Cette étrange philosophie qui puait fortement le soufre, et où traînaient des bribes mal digérées de manichéisme, d'impurs éléments de doctrine cathare, mal transmis et mal compris, avait plus d'adeptes que les gens au pouvoir ne le croyaient. Béatrice ne représentait pas un cas isolé, mais pour Robert, dont l'esprit n'avait jamais effleuré ce genre de problème, elle entr'ouvrait les portes d'un monde mystérieux. Il était surtout fort admiratif d'entendre de tels raisonnements dans la bouche d'une femme. « Ah, tu as plus de cervelle que je n'aurais cru. Qui donc t'a appris tout cela ?»« D'anciens Templiers, » répondit-elle. « Ah, les Templiers. Ah, certes, ils connaissaient beaucoup de choses. »« Vous les avez détruits ?»« Pas moi, s'écria Robert. Philippe le Bel et Enguerrand, les amis de Mao, mais Charles de Valois et moi-même, nous étions opposés à leur destruction. »« Ils sont restés puissants par magie. Tous les maux survenus depuis lors au royaume sont arrivés à cause du pacte que les Templiers ont fait avec Satan, parce que le pape les avait condamnés. »« Les malheurs du royaume, les malheurs du royaume, disait Robert peu convaincu. Certains ne sont-ils pas l'œuvre de ma tante, plutôt que celle du diable ? Car c'est elle qui a expédié mon cousin Hutin et son fils ensuite. N'y aurais-tu pas mis un peu la main ?» Il revenait souvent sur cette question, mais chaque fois Béatrice esquivait. Ou bien elle souriait vaguement, comme si elle n'avait pas entendu, ou bien elle répondait à côté. « Mao ne sait pas... Elle ne sait pas que j'ai fait pacte avec le diable. Sûrement elle me chasserait. » Et elle repartait aussitôt d'un débit rapide sur ses sujets favoris, sur la messe vaine, l'opposé, la négation de la messe chrétienne qu'on devait célébrer à minuit, dans un souterrain et près d'un cimetière de préférence. L'idole avait une tête à deux visages. On se servait d'hosties noires que l'on consacrait en prononçant 3 fois le nom de Belzébuth. Si l'officiant pouvait être un prêtre renégat ou un moine défroqué, cela n'en valait que mieux.
Le Dieu d'en haut est failli. Il a promis la félicité et ne donne que malheur aux créatures qui le servent. Il faut obéir au Dieu d'en bas. Tiens, monseigneur, si tu veux que les pièces de ton procès soient renforcées par le diable, fais-les traverser d'un fer rouge dans le coin de la feuille, et qu'il y demeure un trou marqué d'un peu de brûlure. Ou bien encore, souille la page d'une petite tache d'encre étalée en forme de croix, où la branche du haut finisse comme une main. Je sais comment il faut faire. Mais Robert, lui non plus, ne se livrait pas tout à fait. Et bien que Béatrice dût être la première à savoir que les pièces qu'il se targuait de posséder étaient des faux, jamais il ne se serait laissé aller à en convenir. « Si tu veux prendre tout pouvoir sur un ennemi, et qu'il agisse à sa perte par volonté maligne, lui confia-t-elle un jour, il faut que tu le fasses frotter aux aisselles, au revers des oreilles et à la plante des pieds d'un onguent fait de fragments d'hostie et de poudre d'os d'un petit enfant sans baptême, cela mêlé à du rut d'homme répandu sur le dos d'une femme pendant la messe vaine, et du sang mensuel de cette femme. » « Je serais plus sûr, répondit Robert, s'il y a une bonne ennemie que j'ai. On versait la poudre à faire mourir les rats et les bêtes puantes. » Béatrice feignit de ne pas réagir. Mais l'idée lui fit passer des ondes chaudes sous la peau. Non, il ne fallait pas qu'elle répondît tout de suite à Robert. Il ne fallait pas qu'il sût qu'elle était déjà consentante. Est-il meilleur pacte qu'un crime pour lier à jamais deux amants? Car elle l'aimait. Elle ne se rendait pas compte que, cherchant à le piéger, c'était elle qui entrait en dépendance. Elle ne vivait plus que pour le moment où elle le rejoignait, pour ne vivre ensuite que de se souvenir et à nouveau d'attendre. Attendre ce poids de 200 livres et cette odeur de ménagerie que Robert dégageait, surtout dans les bas amoureux, et ce grondement de félin qu'elle lui tirait de la gorge. Il existe plus de femmes qu'on ne pense qui ont le goût du monstre. Les nains de la cour, Jean le Fol et les autres le savaient bien, qui ne pouvaient suffire à leur conquête. Même une anomalie accidentelle est objet de curiosité et partant de désir. Un chevalier borgne, par exemple, rien que pour l'envie de soulever le carreau d'étoffe noire qui lui couvre une partie du visage. Robert, à sa manière, tenait du monstre. La pluie d'automne s'égouttait sur le toit, les doigts de Béatrice s'amusaient à suivre les renflements d'une panse gigantesque. « D'abord toi, monseigneur, disait-elle, tu n'as besoin de rien pour obtenir ce que tu veux, ni besoin d'être instruit d'aucune science. Tu es le diable lui-même. Le diable ne sait pas qu'il est le diable. » Il rêvassait, repu, le menton en l'air, écoutant cela. Le diable a des yeux qui brûlent comme la braise, d'immenses griffes au bout des doigts pour lacérer les chairs, une langue partagée en deux et un souffle de fournaise s'échappe de sa bouche. Mais le diable pouvait avoir aussi le poids et l'odeur de Robert. Elle était amoureuse de Satan. Elle était la femelle du diable, et on ne l'en séparerait jamais. Un soir que Robert d'Artois, venant de la maison Bonnefille, rentrait en son hôtel, sa femme lui présenta le fameux traité de mariage enfin rédigé et auquel il ne manquait plus que les sceaux. Robert, l'ayant examiné, s'approcha de la cheminée et, d'un geste négligent, mit le tisonnier dans les braises. Puis, quand la pointe fut rouge, il en troua le coin d'une des feuilles qui se mit à grésiller. « Que faites-vous, mon ami » demanda madame de Beaumont. « Je veux seulement, dit Robert, m'assurer que c'est du bon velin. » Jeanne de Beaumont considéra un instant son mari, puis lui dit doucement, presque maternelle, « Vous devriez bien, Robert, vous faire couper les ongles. Quelle est cette mode neuve que vous avez de les porter si longs ?» Retour à Montbuisson. Il arrive que toute une machination longuement ourdie soit compromise dès l'origine par une faille de raisonnement. Robert s'aperçut soudain que les catapultes qu'il avait si bien montées pouvaient se casser au moment de tirer, faute de sa part d'avoir songé à un ressort premier. Il avait certifié au roi son beau-frère et juré solennellement sur les Écritures que ces titres d'héritage existaient. Il avait fait établir des lettres aussi semblables que possible aux documents disparus. Il avait provoqué de nombreux témoignages pour étayer la validité de ses écrits. Toutes les chances semblaient donc rassemblées pour que ces preuves fussent agréées sans discussion. Mais il existait une personne qui savait, elle, indubitablement que les actes étaient faux, Mao d'Artois, puisqu'elle avait brûlé les vrais actes, ceux d'abord des registres de Paris,
dérobé quelque 20 ans plus tôt grâce à des complaisances dans l'entourage de Philippe le Bel, et puis tout récemment les copies récupérées dans le coffre de Thierry d'Hirson. Or, si un faux peut passer pour authentique aux yeux des gens, favorablement prévenus, et qui n'ont jamais eu connaissance des originaux, il n'en va pas de même pour qui est averti de la falsification. Certes, Mao n'irait pas déclarer « Ces pièces sont mensongères parce que j'ai jeté au feu les bonnes », mais sachant les pièces frauduleuses, elle allait tout mettre en œuvre pour le démontrer. On pouvait sur ce point lui faire confiance. L'arrestation des mesquines de la Divion constituait une alerte probante. Trop de personnes déjà avaient participé à la fabrication pour qu'il ne s'en trouvât pas quelqu'une capable de trahir par peur ou par appât du gain. Si une erreur s'était glissée comme le malheureux 1322 à la place de 1302 dans la lettre lue à Rully, Mao ne manquerait pas de la déceler. Les sceaux pouvaient sembler parfaits, mais Mao en exigerait le contre-examen minutieux. Et puis, le feu contre Robert II avait, comme tous les princes, l'habitude de faire mentionner dans ses actes officiels le nom du clerc qui les avait écrits. Évidemment, pour les fausses lettres, on s'était gardé de cette précision. Or, telle omission sur une seule pièce pouvait passer, mais sur 4 qu'on allait présenter. Mao aurait beau jeu à faire ouvrir les registres d'Artois. « Comparez, dirait-elle, et parmi toutes les lettres scellées par mon père, cherchez donc la main d'un de ces clercs qui ressemble à ces écritures-là. » Robert en était venu à la conclusion que ces pièces, qui avaient en son esprit valeur de vérité, ne pouvaient être utilisées que lorsque la personne qui avait fait disparaître les originaux aurait elle-même disparu. Autrement dit, son procès n'était gagné qu'à la condition que Mao fût morte. Ce n'était plus un souhait, mais une nécessité. « Si Mao venait à trépasser, dit-il un jour à Béatrice d'un air songeur, les 2 mains sous la tête et regardant le plafond de la maison Bonnefille. « Oui, si elle trépassait, je pourrais fort bien te faire entrer en mon hôtel, comme dame de parage de mon épouse. Puisque je recueillerais l'héritage d'Artois, on comprendrait que je reprenne certaines gens de la maison de ma tante. Et ainsi, je pourrais t'avoir toujours auprès de moi. » L'hameçon était gros, mais lancé vers un poisson qui avait la bouche ouverte. Béatrice n'entretenait pas de plus douces espérances. Elle se voyait habitant l'hôtel de Robert, y tramant ses intrigues, maîtresse d'abord secrète, puis avouée, car ce sont là choses que le temps installe. Et qui sait, Madame de Beaumont, comme toute créature humaine, n'était pas éternelle. Certes, elle avait 7 ans de moins que Béatrice et jouissait d'une santé qui semblait excellente, mais quel triomphe, justement, pour une femme plus âgée de supplanter une cadette. Est-ce qu'un envoûtement bien accompli ne pourrait pas d'ici quelques années faire de Robert un veuf? L'amour ôte tout frein à la raison, toute limite à l'imagination. Béatrice se rêvait par moments comtesse d'Artois, en manteau de Péresse. Et si le roi, comme cela pouvait aussi survenir, trépassait, et que Robert devint régent? En chaque siècle, il existe des femmes petitement nées qui se haussent ainsi jusqu'au premier rang par le désir qu'elle inspire à un prince, et parce qu'elles ont des grâces de corps et une habileté de tête qui les rendent supérieures, par droit naturel, à toutes les autres. Les dames impérières de Rome et de Constantinople, à ce que racontaient les romans des ménestrels, n'étaient pas toutes nées sur les marches d'un trône. Dans la société des puissants de ce monde, c'est allongé qu'une femme s'élève le plus vite. Béatrice mit pour se laisser ferrer juste le temps nécessaire à bien s'assurer prise sur celui qui la voulait prendre. Il fallut que Robert, pour la convaincre, s'engageât assez et qu'il lui eût 10 fois certifié qu'elle entrerait à l'hôtel d'Artois, et les titres et prérogatives dont elle jouirait et quelles terres lui seraient données. Oui, alors, peut-être, elle pouvait indiquer un envoûtement qui, par image de cire bien travaillée, aiguille plantée et conjuration prononcée, ferait œuvre nocive sur Mao. Mais encore Béatrice feignait d'être traversée d'hésitations, de scrupules. Mao n'était-elle pas sa bienfaitrice, et celle de toute la famille d'Hirson? Agrafes d'or et fermots de pierreries bientôt s'accrochèrent au cou de Béatrice. Robert apprenait les usages galants. Caressant de la main le bijou qu'elle venait de recevoir, Béatrice disait que si l'on voulait que l'envoûte réussît, le plus sûr et le plus rapide moyen consistait à prendre un enfant de moins de 5 ans, auquel on faisait avaler une hostie blanche, puis de trancher la tête de l'enfant et d'en égoutter le sang sur une hostie noire, que l'on devait ensuite, par quelque subterfuge, faire manger à l'envoûté.
Un enfant de moins de 5 ans, cela requérait-il grand-peine à trouver? Combien de familles pauvres, surchargées de marmailles, eussent consenti à en vendre un? Robert faisait la grimace. Trop de complications pour un résultat bien incertain. Il préférait un bon poison, bien simple, qu'on administre et qui fait son œuvre. Béatrice, enfin, sembla se laisser fléchir, par dévouement à ce diable qu'elle adorait, par impatience de vivre auprès de lui, à l'hôtel d'Artois, par espérance de le voir plusieurs fois le jour. Pour lui, elle serait capable de tout. Elle s'était déjà depuis une semaine procuré telle provision d'arsenic blanc qu'elle eût pu exterminer le quartier lorsque Robert crut triompher en lui faisant accepter 50 livres pour en acquérir. Il fallait maintenant attendre une occasion favorable. Béatrice représentait à Robert que Mao était entouré de physiciens qui accouraient au moindre malaise de madame. Les cuisines étaient surveillées, les échansons diligents, l'entreprise n'était pas facile. Et puis soudain, Robert changea d'avis. Il avait eu un long entretien avec le roi. Philippe VI, au vu du rapport des commissaires qui avaient si bien travaillé sous la direction du plaignant, et plus que jamais convaincu du bon droit de son beau-frère, ne demandait qu'à servir ce dernier. Afin d'éviter un procès d'une conclusion si certaine, mais dont le retentissement ne pouvait être que déplaisant pour la cour et tout le royaume, il avait résolu de convoquer Mao, de la convaincre de renoncer à l'Artois. « Elle n'acceptera jamais, dit Béatrice. Et tu le sais aussi bien que moi, monseigneur. Essayons toujours. Si le roi parvenait à lui faire entendre raison, ne serait-ce pas la meilleure issue? Non, la meilleure issue, c'est le poison. Car l'éventualité d'un règlement amiable n'arrangeait nullement les affaires de Béatrice. Son entrée à l'hôtel de Robert se trouvait reculée. Béatrice devrait rester dame de parage de la comtesse jusqu'à ce que celle-ci s'éteignît, Dieu savait quand. C'était elle à présent qui voulait presser les choses. Les obstacles, les difficultés par elle-même soulevées ne l'effrayaient plus. L'occasion favorable. Elle en avait plusieurs chaque jour, ne fût-ce que lorsqu'elle portait à la comtesse Mao ses tisanes ou ses médecines. « Mais puisque le roi la convie dans 3 jours à Maubuisson, insistait Robert. Les deux amants en convinrent de la sorte. Ou bien Mao accepterait la proposition royale de se démettre de l'Artois, et alors on lui laisserait la vie, ou bien elle refusait, et dans ce cas, le jour même, Béatrice lui administrerait le poison. Quelle meilleure opportunité pouvait-on saisir? Mao prise de malaise en sortant de la table du roi, qui donc oserait soupçonner ce dernier de l'avoir fait assassiner, ou même le soupçonnant oserait le dire. Philippe VI avait proposé à Robert d'être présent à l'entrevue de conciliation, mais Robert refusa. « Cher mon frère, vos paroles auront plus d'effet si je ne suis point là. Mao me hait beaucoup et ma vue risquerait de l'entêter plutôt que de l'encourager à se soumettre. » Il pensait cela sérieusement, mais en outre il voulait, par son absence, se dérober à toute éventuelle accusation. 3 jours plus tard, le 23 octobre, la comtesse Mao, cahotée dans sa grande litière toute dorée et décorée des armes d'Artois, avançait sur la route de Pontoise. Son seul enfant survivant, la reine Jeanne, veuve de Philippe le Long, était du voyage. Béatrice se tenait en face de sa maîtresse sur un tabouret de tapisserie. « Que croyez-vous, madame, que le roi vous veuille proposer ?» disait Béatrice. « Si c'est un accommodement, souffrez que je vous donne mon conseil. Je vous engage à refuser. Je vous aurai avant peu toute bonne preuve contre monseigneur Robert. La Divion est prête, cette fois, à nous livrer de quoi le confondre. »« Que ne l'amènes-tu un peu, cette Divion, qui t'est devenue si familière et que je ne vois jamais ?» dit Mao. « Cela ne se peut, madame. Elle craint pour sa vie. Si monseigneur Robert l'apprenait, elle n'entendrait pas messe le matin suivant. Moi-même, elle ne me vient visiter que de nuit à la maison Bonnefille, et toujours escortée de plusieurs valets qui la gardent. Mais refusez fortement, madame, refusez. » Jeanne la veuve, en robe blanche, regardait défiler le paysage et se taisait. Ce fut seulement quand les toits aigus de Maubuisson apparurent au loin, par-dessus la masse rousse de la forêt, qu'elle ouvrit la bouche pour dire « Vous rappelez-vous, ma mère, il y a 15 ans. » Il y avait 15 ans que sur ce même chemin, en robe de bure et la tête rasée, elle hurlait son innocence dans le chariot noir qui l'emmenait vers Dourdan. Un autre chariot noir emmenait sa sœur Blanche et sa cousine Marguerite de Bourgogne vers Château-Gaillard. 15 ans. Elle avait été graciée, elle avait retrouvé la tendresse de son époux. Marguerite était morte,
Louis X était mort. Jamais Jeanne n'avait posé de questions à Mao sur les conditions de la disparition de Louis Hutin et du petit Jean Ier. Et Philippe le Long était devenu roi pour 6 ans, et il était mort à son tour. Il semblait à Jeanne qu'elle eût vécu 3 vies distinctes. La première se terminait, loin dans le passé, avec l'atroce journée de Maubuisson. Dans la seconde, elle était couronnée reine de France à Reims, auprès de Philippe. Et puis, dans sa 3e vie, elle devenait cette veuve, entourée d'égards mais éloignée du pouvoir, et assise en ce moment dans la grande litière. 3 vies, et l'étrange impression d'avoir été 3 personnes différentes qui avaient peine à concorder. Sa propre continuité, elle ne la ressentait que par la présence de cette mère imposante, autoritaire, qui l'avait toujours dominée et à laquelle depuis l'enfance elle craignait d'adresser la parole. Mao, elle aussi, se souvenait. « Et toujours à cause de ce mauvais Robert, dit-elle. C'est lui qui avait tout manégé avec cette chienne d'Isabelle, dont on me dit que les affaires ne vont pas fort pour l'heure, non plus que celle du Mortimer, dont elle est la putain. Ils seront tous châtiés un jour. » Chacun suivait sa propre pensée. « À présent, j'ai des cheveux, mais j'ai des rides, » murmura la reine veuve. « Tu auras l'art, toi, ma fille, » dit Mao en lui posant la main sur le genou. Béatrice contemplait la campagne et souriait aux nuages. Philippe VI reçut Mao courtoisement, mais non sans quelque hauteur, et parla comme il sied à un roi. Il voulait la paix entre ses grands barons. Les pairs, soutiens de la couronne, ne devaient point donner l'exemple de la discorde, ni s'offrir au déshonneur public. « Je ne veux point juger de ce qui s'est accompli sous les précédents règnes, » dit Philippe, comme s'il jetait un voile d'indulgence sur les agissements anciens de Mao. « C'est sur l'état présent que je veux statuer. Mes commissaires ont achevé leur besogne. Les témoignages, ma cousine, ne vous sont guère favorables. Je ne vous le peux sceller. Robert va produire ses pièces. »« Témoignages payés et travaux de faussaires !» grommela Mao. Le repas eut lieu dans la grande salle, celle-là même où autrefois Philippe le Bel avait jugé ses 3 brus. « Tout le monde doit y penser, » se disait la reine Jeanne la veuve, et elle en avait l'appétit coupé. Or, à l'exception de sa mère et d'elle-même, personne ne songeait plus à cet événement lointain, dont presque tous les témoins avaient disparu. Tout à l'heure, peut-être à l'issue du dîner, un vieil écuyer dirait à un autre « Vous rappelez-vous, messire, nous étions là quand madame Jeanne monta dans le chariot, et voilà qu'elle revient en reine douairière. » Et le souvenir s'effacerait aussitôt qu'évoqué. C'est une erreur commune à tous les humains que de croire que leurs prochains accordent à leur personne autant d'importance qu'ils lui en attachent eux-mêmes. Les autres, sauf s'ils ont un intérêt particulier à s'en souvenir, oublient vite ce qui nous est arrivé. Et si même ils n'ont pas oublié, leur souvenir ne revêt pas la gravité que nous imaginons. En un autre lieu, peut-être, Mao se fut montré plus accessible aux propositions de Philippe VI. Monarque qui se voulait arbitre, il cherchait l'accommodement. Mais Mao, parce qu'elle était à Maubuisson et que toutes ses haines s'en trouvaient ravivées, ne se sentait pas en humeur de céder. Elle ferait condamner Robert comme faussaire, elle prouverait qu'il était parjure, c'était là son unique pensée. Obligée de mesurer ses paroles, elle mangeait énormément par compensation, engloutissant tout ce qu'on lui présentait au plat et vidant son hanap aussitôt que rempli. La colère autant que le vin lui empourprait le visage. Le roi n'était-il pas en train de lui conseiller tout bonnement d'abandonner son comté à Robert, celui-ci s'engageant à verser à sa tante 40 000 livres l'an ? « Je me fais fort, » disait Philippe, « d'obtenir là-dessus l'agrément de votre neveu. » Mao pensa, « Si Robert en est à me faire proposer cela par son beau-frère, c'est donc bien qu'il n'est pas très assuré de ses titres, et qu'il préfère payer une rente de 40 000 livres l'année plutôt que de montrer ses fausses pièces. »« Je refuse, sire mon cousin, dit-elle, de me dépouiller ainsi. Comme l'artoile m'appartient, votre justice me le conservera. » Philippe VI la regarda par-dessus son grand nez. Cette obstination à refuser était peut-être dictée à Mao par un souci d'orgueil, ou bien par la crainte, en cédant, d'accréditer les accusations. Philippe suggéra une autre solution. Mao gardait son comté, ses titres et droits, sa couronne de pair, pour toute sa vie durant. Et elle instituait par-devant le roi, en un acte ratifié par les pairs, son neveu Robert comme héritier de l'Artois. Honnêtement, elle n'avait aucune raison de s'opposer à cet arrangement. Son seul fils lui avait été tôt repris par Dieu, sa fille ici présente était pourvue d'un douaire royal,
et ses petites filles mariées l'une à la Bourgogne, l'autre à la Flandre, la troisième au Viennois. Mao pouvait-elle souhaiter mieux? Quant à l'Artois, il reviendrait un jour à son destinataire naturel. Car, si votre frère, le comte Philippe, n'était pas mort avant votre père, pouvez-vous nier, ma cousine, que votre neveu aujourd'hui serait le tenant de la comté? Ainsi, pour tous deux, l'honneur est sauf, et je donne aux différends qui vous opposent un juste règlement. Mao serra les mâchoires et agita la tête en signe de dénégation. Alors Philippe VI montra quelque irritation et fit hâter le service. Puisque Mao en usait ainsi, puisqu'elle lui faisait l'offense de repousser son arbitrage, elle irait au procès à son gré. « Je ne vous retiens point à loger, ma cousine, » lui dit-il aussitôt les mains lavées. « Je ne pense pas que le séjour en ma cour vous soit plaisant. » C'était la disgrâce et clairement signifiée. Avant de reprendre la route, Mao alla verser quelques larmes sur la tombe de sa fille blanche dans la chapelle de l'abbaye. Elle-même, en ses volontés, avait décidé de se faire enterrer là. « Ah, Maubuisson, dit-elle, n'est pas une place qui nous aura porté chance. L'endroit ne vaut que pour y dormir morte. » Tout le long du trajet, elle ne cessa d'exhaler sa colère. « L'avez-vous entendu, ce grand niais que le mauvais sort nous a baillé pour roi, me défaire de l'Artois tout aisément à seule fin de lui complaire, instituer pour mon héritier ce gros puant de Robert? Mais la main me sécherait au bout du bras plutôt que de sceller cela. Faut-il qu'il y ait entre eux long marché de coquinerie et qu'ils se doivent beaucoup l'un à l'autre? Et dire que sans moi, si je n'avais pas si bien déblayé autrefois les avenues du trône... » Ma mère, murmura doucement Jeanne la veuve. Si elle avait osé exprimer sa pensée, si elle n'avait pas craint d'essuyer une terrible rebuffade, Jeanne eût conseillé à sa mère d'accepter les propositions du roi, mais cela n'eût servi à rien. « Jamais !» répétait Mao. « Jamais ils n'obtiendront cela de moi !» Elle venait sans le savoir de signer son arrêt de mort, et l'exécuteur était devant elle, dans la litière, qui la regardait à travers des cils noirs. « Béatrice !» dit soudain Mao. « Aide-moi un peu à me délasser, j'ai le ventre qui enfle. » La rage lui avait dérangé la digestion. Il fallut arrêter la litière pour que madame Mao allât se soulager les entrailles dans le premier champ. « Ce soir, madame, dit Béatrice, je vous donnerai de la pâte de coin. » En arrivant à Paris dans la nuit, à l'hôtel de la rue Mauconseil, Mao se sentait le cœur encore un peu brouillé, mais elle allait mieux. Elle fit un repas maigre et se coucha. Le salaire des crimes. Béatrice attendit que tous les serviteurs fussent endormis. Elle s'approcha du lit de Mao, souleva le rideau de tapisserie qu'on fermait pour la nuit. La veilleuse pendue au ciel de lit dispensait une faible lueur bleutée. Béatrice était en chemise et tenait une cuillère à la main. « Madame, vous avez oublié de prendre votre pâte de coin ?» Mao, somnolente et dont les sens luttaient entre la fureur et la fatigue, dit simplement « Ah oui, as-tu une bonne fille d'y avoir pensé ?» Et elle avala le contenu de la cuillère. 2 heures avant l'aurore, elle réveilla son monde à grands appels et fracas de sonnettes. On la trouva vomissant au-dessus d'un bassin que Béatrice lui tendait. Thomas le Miessier et Guillaume du Venat, ses physiciens, aussitôt appelés, se firent compter par le menu la journée de la veille et donner le détail de ce que la comtesse avait mangé. Ils conclurent sans peine à une forte indigestion accompagnée d'un flux de sang causé par le mécontentement. On envoya chercher le barbier Thomas, qui pour les 15 sols habituels saignait la comtesse, et la dame Mesnière, l'herbière du Petit Pont, fournit un clister aux herbes. Béatrice prit prétexte d'aller chercher un électuaire chez maître Palin, l'épicier, pour s'échapper dans la soirée et rejoindre Robert à 3 porches de chez Mao, dans la maison Bonnefille. « C'est chose faite, lui dit-elle. « Elle est morte !» s'écria Robert. « Oh non, elle va souffrir longuement, dit Béatrice avec un noir éclat dans le regard. Mais il faudra être prudent, monseigneur, et nous voir moins souvent ces temps-ci. Mao mit 1 mois à mourir. Béatrice, soir après soir, pincée après pincée, la poussait vers la tombe. Et ceci d'autant plus impunément que Mao n'avait confiance qu'en elle,
et ne prenait les remèdes que de sa main. Après les vomissements qui durèrent 3 jours, elle fut atteinte d'une catarrhe de la gorge et des bronches. Elle n'avalait qu'avec une extrême douleur. Les physiciens déclarèrent qu'elle avait été saisie de froid pendant son indigestion. Puis, quand le pouls commença à affaiblir, on pensa l'avoir trop saignée. Ensuite, sa peau sur tout le corps se couvrit de boutons et de pustules. Prévenante, attentive, toujours présente, et montrant cette humeur égale et souriante si précieuse aux malades, Béatrice se délectait à contempler les écœurants progrès de son œuvre. Elle n'allait presque plus retrouver Robert, mais le souci de chercher chaque jour dans quel aliment ou quel remède elle glisserait le poison lui procurait un suffisant plaisir. Lorsque Mao vit ses cheveux tomber, partout grises comme du foin mort, alors elle se sut perdue. « On m'a enherbé !» dit-elle tout angoissée à sa demoiselle de parage. « Oh, madame, madame, ne prononcez point ces mots. C'est chez le roi que vous avez fait votre dernier dîner avant d'être malade. »« Eh, c'est bien à cela que je pense !» dit Mao. Elle demeurait coléreuse, emportée, houspillant ses physiciens qu'elle accusait d'être des ânes. Elle ne donnait pas signe de se rapprocher de la religion et accordait plus de soucis aux affaires de son comté qu'à celles de son âme. Elle dicta une lettre à sa fille. « Si je venais à trépasser, je vous commande aussitôt de vous rendre auprès du roi et d'exiger de lui rendre l'hommage pour l'Artois avant que Robert ait rien pu tenter. » Les maux qu'elle endurait ne lui faisaient nullement penser aux souffrances qu'elle avait naguère infligées à autrui. Elle restait jusqu'à la fin une âme égoïste et dure, où même l'approche de la mort ne faisait apparaître aucune ressource de repentir ni d'humaine compassion. Il lui sembla toutefois nécessaire de se confesser d'avoir tué 2 rois, ce qu'elle n'avait jamais avoué à ses confesseurs ordinaires. Elle choisit pour cela de faire appeler un franciscain obscur. Quand le moine sortit tout pâle de la chambre, il fut pris en charge par 2 sergents qui avaient ordre de le conduire au château d'Hesdin. Les instructions de Mao furent mal comprises. Elle avait dit que le moine devait être gardé à Hesdin jusqu'à son trépas. Le gouverneur du château crut qu'il s'agissait du trépas du moine, et on le jeta dans une oubliette. Ce fut le dernier crime involontaire, celui-là, de la comtesse Mao. Enfin, la malade fut saisie d'atroces crampes qui se manifestèrent d'abord aux orteils, puis dans les mollets. Puis ce furent les avant-bras qui se durcirent. La mort montait. Le 27 novembre, des chevaucheurs partirent vers le couvent de Poissy où résidait alors la reine Jeanne la Veuve, vers Bruges pour y prévenir le comte de Flandre, et 3 à la suite dans le cours de la journée pour Saint-Germain où séjournait le roi en compagnie de Robert d'Artois. Chacun de ces chevaucheurs dirigés vers Saint-Germain semblait à Béatrice le porteur d'un message d'amour adressé à Robert. La comtesse Mao avait reçu les sacrements, la comtesse ne pouvait plus parler, la comtesse était au bord de trépasser. Profitant d'un moment où elle se trouvait seule auprès de l'agonisante, Béatrice se pencha vers la tête chauve, vers la face pustuleuse, qui ne paraissait plus vivre que par les yeux, et prononça très doucement « Vous avez été empoisonnée, madame, par moi, et pour l'amour que j'ai de mon seigneur Robert. » La mourante eut un regard d'incrédulité d'abord, puis de haine. En cet être d'où l'existence fuyait, le dernier sentiment fut le désir de tuer. Oh non, elle n'avait à regretter aucun de ses actes. Elle avait eu bien raison d'être méchante, puisque le monde n'était peuplé que de méchants. La pensée qu'elle recevait là, à l'ultime minute, le salaire de ses crimes, ne l'effleura même pas. C'était une âme sans rachat. Quand sa fille arriva de Poissy, Mao lui désigna Béatrice d'un doigt raide et froid qui ne pouvait presque plus bouger. Sa lèvre se contracta, mais sa voix ne put sortir, et elle rendit la vie dans cet effort. Aux obsèques, qui eurent lieu le 30 novembre à Maubuisson, Robert eut un maintien pensif et sombre qui surprit. Sa manière eût été l'avantage d'afficher un air de triomphe, pourtant son attitude n'était pas feinte. À perdre un ennemi contre lequel on s'est battu 20 ans, on éprouve une sorte de dépouillement. La haine est un lien très fort qui laisse en se rompant quelque mélancolie. Obéissante aux dernières volontés de sa mère, la reine Jeanne la Veuve, dès le lendemain, demandait à Philippe VI que le gouvernement de l'Artois lui fût remis. Avant de répondre, Philippe VI tint à s'en expliquer très franchement avec Robert. « Je ne puis faire autrement.
que de déférer à la requête de ta cousine Jeanne, puisque d'après les traités et jugements, elle est l'héritière légitime. Mais c'est un consentement de pure forme que je vais donner, et provisoire, jusqu'à ce que nous parvenions à un règlement, ou bien que le procès ait lieu. Je t'engage à m'adresser au plus tôt ta propre requête. » Ce que Robert s'empressa de faire par une lettre ainsi rédigée. « Mon très cher et redouté seigneur, comme je, Robert d'Artois, votre humble comte de Beaumont, ai été longtemps déshérité contre droit et contre toute raison par plusieurs malices, fraudes et cautèles de la comté d'Artois, laquelle m'appartient et doit m'appartenir par plusieurs causes bonnes, justes, de nouveau venus à ma connaissance, ainsi vous requiert humblement qu'en mon droit vous me vouliez ouïr. » La première fois que Robert revint à la maison Bonnefille, Béatrice crut lui servir un plat de choix en lui faisant le récit heure par heure des derniers moments de Mao. Il écouta, mais sans témoigner aucun plaisir. « On dirait que tu la regrettes, dit-elle. »« Non point, répondit Robert pensivement. « Elle a bien payé. » Son esprit était déjà tourné vers le prochain obstacle. « À présent, je puis être dame de parage chez toi ? Quand vais-je entrer en ton hôtel ? » ?»« Quand j'aurai l'Artois, répondit Robert. « Fais en sorte de rester auprès de la fille de Mao. C'est elle maintenant qu'il me faut écarter de ma route. » Lorsque madame Jeanne la veuve, retrouvant un goût des honneurs qu'elle n'avait plus éprouvé depuis la mort de son époux Philippe le Long, et libérée enfin à 37 ans de l'étouffante tutelle maternelle, se déplaça en grand appareil pour aller prendre possession de l'Artois, elle fit halte à Roye en Vermandois. Là, elle eut envie de boire un gobelet de vin claret. Béatrice d'Hirson dépêcha les chansons Hupin à enquérir. Hupin était plus attentif aux yeux de Béatrice qu'aux devoirs de son service. Depuis 4 semaines, il languissait d'amour. Ce fut Béatrice qui apporta le gobelet. Comme elle était cette fois pressée d'en finir, elle n'usa pas d'arsenic, mais de sel de mercure. Et le voyage de madame Jeanne s'arrêta là. Ceux qui assistèrent à l'agonie de la reine veuve racontèrent que le mal la saisit vers le milieu de la nuit, que le venin lui coulait par les yeux, la bouche et le nez, et que son corps devint tout taché de blanc et de noir. Elle ne résista pas 2 jours, n'ayant survécu que 2 mois à sa mère. Alors la duchesse de Bourgogne, petite-fille de Mao, réclama la comté d'Artois. Troisième partie, les déchéances. Le complot du fantôme. Le moine avait déclaré s'appeler Thomas Dieneid. Il avait le front bas sous une maigre couronne de cheveux couleur de bière et tenait les mains cachées dans ses manches. Sa robe de frère prêcheur était d'un blanc douteux. Il regardait à droite et à gauche et avait demandé par 3 fois si My Lord était seul et si aucune autre oreille ne risquait d'entendre. « Mais oui, parlez donc !» dit le comte de Kent du fond de son siège, en agitant la jambe avec un rien d'impatience ennuyé. « My Lord, notre bon sire le roi Édouard le Second est toujours vivant !» Edmond de Kent n'eut pas le sursaut qu'on aurait pu attendre, d'abord parce qu'il n'était pas homme à faire montre volontiers de ses émotions, et aussi parce que cette stupéfiante nouvelle lui avait déjà été portée quelques jours plus tôt par un autre émissaire. « Le roi Édouard est tenu secrètement au château de Corfy, reprit le moine. « Je l'ai vu et viens vous en fournir témoignage. » Le comte de Kent se leva, enjamba son lévrier et s'approcha de la fenêtre à petites vitres et croisillons de plomb, par laquelle il observa un moment le ciel gris au-dessus de son manoir de Kensington. Kent avait 29 ans. Il n'était plus le mince jeune homme qui avait commandé la défense anglaise pendant la désastreuse guerre de Guyenne, en 1324, et dut, faute de troupes, se rendre dans la Réole assiégée à son oncle Charles de Valois. Mais bien qu'un peu épaissi, il gardait toujours la même blonde pâleur et la même nonchalance distante qui cachait plus de tendance au songe qu'à la véritable méditation. Il n'avait jamais entendu chose plus étonnante. Ainsi, son demi-frère Édouard II, dont le décès avait été annoncé 3 ans plus tôt,
qui avait sa tombe à Gloucester, et dont on n'hésitait plus maintenant dans le royaume à nommer les assassins, aurait encore été de ce monde. La détention au château de Berkeley, le meurtre atroce, la lettre de l'évêque Arleton, la culpabilité conjointe de la reine Isabelle, de Mortimer et du sénéchal Maltraverse, enfin l'inhumation à la sauvette, tout cela n'aurait été qu'une fable, montée par ceux qui avaient intérêt à ce qu'on crût l'ancien roi décédé et grossi ensuite par l'imagination populaire. Pour la seconde fois, en moins de 15 jours, on venait lui faire cette révélation. La première fois, il avait refusé d'y croire, mais maintenant, il commençait d'être ébranlé. Si la nouvelle est vraie, elle peut changer bien des choses au royaume, dit-il sans précisément s'adresser aux moines. Car depuis 3 ans, l'Angleterre avait eu le temps de s'éveiller de ses rêves. Où était la liberté, la justice, la prospérité, dont on avait imaginé qu'elle s'attachait au pas de la reine Isabelle et du glorieux Lord Mortimer? De la confiance qu'on leur avait accordée, des espérances qu'on avait mises en eux, il ne restait rien que le souvenir d'une vaste illusion déçue. Pourquoi avoir chassé, destitué, emprisonné et du moins le croyait-on jusqu'à ce jour, laissé assassiner le faible Édouard II, soumis à d'odieux favoris, si c'était pour qu'il fût remplacé par un roi mineur, plus faible encore, et dépouillé de tout pouvoir par l'amant de sa mère? Pourquoi avoir décapité le comte d'Arundel, assommé le chancelier Baldock, coupé en 4 morceaux Hugh le Despencer, quand à présent Lord Mortimer gouvernait avec le même arbitraire, pressurait le pays avec la même avidité, insultait, opprimait, terrifiait, ne supportait aucune discussion de son autorité. Au moins Hugh le Despencer, créature vicieuse et cupide, présentait-il quelques faiblesses sur lesquelles on pouvait agir. Il lui arrivait de céder à la peur ou à l'attrait de l'argent. Roger Mortimer, lui, était un baron inflexible et violent. La louve de France, comme on appelait la reine-mère, avait pour amant un loup. Le pouvoir corrompt rapidement ceux qui s'en saisissent, sans y être poussés, avant tout par le souci du bien public. Brave, héroïque même, célèbre pour une évasion sans exemple, Mortimer avait dans ses années d'exil incarné les aspirations d'un peuple malheureux. On se rappelait qu'il avait autrefois conquis le royaume d'Irlande pour la couronne anglaise. On oubliait qu'il s'y était fait la main. Jamais en vérité Mortimer n'avait pensé à la nation dans son ensemble, ni aux besoins de son peuple. Il ne s'était fait le champion de la cause publique qu'autant que cette cause se trouvait confondue pour un moment avec la sienne propre. Il n'incarnait en vérité que les griefs d'une certaine fraction de la noblesse. Devenu le maître, il se comportait comme si l'Angleterre tout entière fût passée à son service. Et d'abord, il s'était approprié presque le quart du royaume en devenant comte des Marches, titre et fief qu'il avait fait créer pour lui. Au bras de la reine-mère, il menait train de roi et en usait avec le jeune Édouard III comme si celui-ci eût été non pas son suzerain mais son héritier. Lorsqu'en octobre 1328, Mortimer avait exigé du Parlement réuni à Salisbury la confirmation de son élévation à la pairie, Henri de Lancastre au Torscoll, doyen de la famille royale, s'était abstenu de siéger. Au cours de la même session, Mortimer avait fait pénétrer ses troupes en armes dans l'enceinte du Parlement pour mieux appuyer ses volontés. Ce genre de contrainte ne fut jamais du goût des assemblées. Presque fatalement, la même coalition formée naguère pour abattre les Despencer s'était reconstituée autour des mêmes princes du sang, autour d'Henri Torscoll, autour des comtes de Norfolk et de Kent, oncles du jeune roi. 2 mois après l'affaire de Salisbury, Torscoll, profitant d'une absence de Mortimer et d'Isabelle, réunissait secrètement à Londres dans l'église Saint-Paul de nombreux évêques et barons afin d'organiser un soulèvement armé. Or, Mortimer entretenait des espions partout. Avant même que la coalition se fût équipée, il venait ravager avec ses propres troupes la ville de Leicester, premier fief des Lancastre. Henri voulait continuer la lutte, mais Kent, jugeant l'affaire mal engagée, se dérobait alors, peu glorieusement. Si Lancastre s'était tiré de ce mauvais pas sans autre dommage qu'une amende, d'ailleurs impayée, de 11 000 livres, il le devait à ceci qu'il était premier membre du conseil de régence et tuteur du roi, et que par une logique absurde, Mortimer avait besoin de maintenir la fiction juridique de cette tutelle, afin de pouvoir faire légalement condamner pour révolte contre le roi des adversaires tels que Lancastre lui-même. Ce dernier avait été envoyé en France, sous le prétexte de négocier le mariage de la sœur du jeune roi avec le fils aîné de Philippe VI. Cet éloignement était une prudente disgrâce, sa mission durerait longtemps. Torscoll absent,
Kent se trouvait du coup, et presque malgré lui, le chef des mécontents. Tout refluait vers sa personne, et lui-même cherchait à effacer sa défection de l'année précédente. Non, ce n'était pas la lâcheté qui l'avait détourné d'agir. Il pensait à toutes ces choses confusément devant la fenêtre de son château de Kensington. Le moine se tenait toujours immobile, les mains dans les manches. Qu'il fût un frère prêcheur, tout comme le premier messager qui lui avait déjà certifié qu'Édouard II n'était pas mort, donnait également à réfléchir au comte de Kent, et l'inclinait à prendre la nouvelle au sérieux, car l'ordre des dominicains était réputé hostile à Mortimer. Or l'information, si elle était véridique, faisait tomber toutes les présomptions de régicide qui pesaient sur Isabelle et Mortimer. En revanche, elle modifiait complètement la situation du royaume. Car maintenant, le peuple regrettait Édouard II, et passant d'un extrême à l'autre, n'était pas loin d'élever au martyre ce prince dissolu. Si Édouard II vivait encore, le Parlement pourrait fort bien revenir sur ses actes passés, en déclarant qu'il lui avait été imposé et restauré l'ancien souverain. Quelle preuve, après tout, possédait-on de sa mort? Le témoignage des habitants de Berkeley défilant devant la dépouille? Mais combien d'entre eux avaient-ils vu Édouard II auparavant? Qui pouvait affirmer qu'on ne leur avait pas montré un autre corps? Nul membre de la famille royale ne se trouvait présent aux obsèques mystérieuses en l'abbatiale de Gloucester. En outre, c'était un cadavre vieux d'1 mois, dans une caisse couverte d'un drap noir, qu'on avait descendu au tombeau. « Et vous dites, frère Dionéde, l'avoir véritablement vu de vos yeux ?» demanda Kent en se retournant. Thomas Dionéde regarda de nouveau autour de lui comme un bon conspirateur et répondit à voix basse « C'est le prieur de notre ordre qui m'a envoyé là-bas. J'ai gagné la confiance du chapelain qui, pour me permettre l'entrée, m'a obligé de revêtir des habits laïques. Tout un jour, je suis resté caché dans un petit bâtiment à gauche du corps de garde. Au soir, on m'a fait pénétrer dans la grande salle et là, j'ai bien vu le roi attablé, entouré d'un service d'honneur. » « Lui avez-vous parlé ?»« On ne m'a pas laissé l'approcher, » dit le frère. « Mais le chapelain me l'a montré, de derrière un pilier, et il m'a dit « c'est lui !» Kent demeura un moment silencieux, puis demanda « Si j'ai besoin de vous, puis-je vous faire quérir au couvent des frères prêcheurs ?»« Non point, my lord, car mon prieur m'a conseillé de ne point demeurer au couvent, pour le moment. » Et il donna son adresse dans Londres, chez un clerc du quartier Saint-Paul. Kent ouvrit son aumônière et lui tendit 3 pièces d'or. Le frère refusa. Il n'avait le droit d'accepter aucun présent. « Pour les aumônes de votre ordre, » dit le comte de Kent. Alors le frère Dionéde sortit une main de ses manches, s'inclina très bas et se retira. Le jour même, Edmond de Kent décidait d'avertir les 2 principaux prélats naguère affiliés à la conjuration manquée, Grafson, l'évêque de Londres, et l'archevêque d'York, William de Melton, celui-là même qui avait marié Édouard III et Philippa de Hainaut. « On m'affirme par 2 fois, et de sources qui paraissent sûres, » leur écrivait-il. Les réponses ne se firent pas attendre. Gravesend garantissait son appui au comte de Kent en toute action que celui-ci voudrait mener. Quant à l'archevêque d'York, primat d'Angleterre, il envoya son propre chapelain, Helin, porter promesse de fournir 500 hommes d'armes, et même davantage s'il était nécessaire pour la délivrance de l'ancien roi. Kent prit alors d'autres contacts, avec Lord de la Zouche notamment, et avec plusieurs seigneurs tels que Lord Beaumont et Sir Thomas Roslin, qui s'étaient réfugiés à Paris afin de se soustraire à la vindicte de Mortimer. Car il y avait du nouveau en France, un parti d'émigrés. Ce qui emporta tout fut une communication personnelle et secrète du pape Jean XXII au comte de Kent. Le Saint-Père, ayant appris lui aussi que le roi Édouard II était toujours vivant, recommandait au comte de Kent d'agir pour sa délivrance, absolvant d'avance ceux qui participeraient à l'entreprise, ab omni pena et culpa, pouvait-on plus clairement dire que tous les moyens seraient bons, et même menaçant le comte de Kent d'excommunication s'il négligeait cette tâche hautement pie. Or, ce n'était pas là un message oral, mais une lettre en latin où un éminent prélat du Saint-Siège dont la signature était assez mal déchiffrable rapportait fidèlement les paroles prononcées par Jean XXII dans un entretien à ce sujet. La lettre avait été acheminée par un membre de la suite du chancelier Bogersh, évêque de Lincoln, qui venait de rentrer d'Avignon, où il était allé négocier lui aussi l'hypothétique mariage de la sœur d'Édouard III à l'héritier de France. Edmond de Kent, fort ému, résolut alors d'aller vérifier sur place toutes ces informations si concordantes
et d'étudier les possibilités d'une évasion. Il fait chercher le frère Dienaid à l'adresse que celui-ci avait donnée, et avec une escorte réduite mais sûre, il partit pour le Dorset. On était en février. Arrivé à Corfe, par un jour de mauvais temps où les bourrasques salées balayaient la presqu'île désolée, Kent fit mander le gouverneur de la forteresse, Sir John Daverill. Celui-ci vint se présenter au comte de Kent dans l'unique auberge de Corfe, devant l'église de Saint-Édouard le Martyr, le roi assassiné de la dynastie saxonne. De haute taille, étroit d'épaule, le front plissé et la lèvre méprisante, avec une sorte de regret dans la civilité ainsi qu'il convient à un homme de devoir, John Daverill s'excusa de ne pouvoir recevoir le noble lord au château. Il avait des ordres absolus. « Le roi Édouard II, est-il vivant ou mort ?» lui demanda Edmond de Kent. « Je ne puis vous le dire. C'est mon frère. Est-ce lui que vous gardez ? Je ne suis pas autorisé à parler. Un prisonnier m'a été confié, je ne dois révéler ni son nom ni son rang. Pourriez-vous me laisser entrevoir ce prisonnier ?» John Daverill fit non de la tête. Un mur, un roc, ce gouverneur, aussi impénétrable que l'énorme donjon sinistre défendu par 3 vastes enceintes et qui se dressait sur le haut de la colline au-dessus du petit village aux toits de pierre plate. Ah, Mortimer choisissait bien ses serviteurs. Mais il y a des manières de nier qui sont comme des affirmations. Daverill eût-il fait tel mystère, eût-il montré pareille inflexibilité, si ce n'avait été l'ancien roi précisément qu'il gardait ? Edmond de Kent usa de son charme, qui était grand, et d'autres arguments aussi auxquels la nature humaine n'est pas toujours insensible. Il posa sur la table une lourde bourse d'or. « Je voudrais, dit-il, que ce prisonnier fût bien traité. Ceci est pour améliorer son sort. Il y a là 100 livres sterling. »« Je puis vous assurer, my lord, qu'il est bien traité, » dit Daverill à voix basse avec une nuance de complicité. Et sans aucune gêne, il mit la main dans la bourse. « Je donnerais volontiers le double, » dit Edmond de Kent, « seulement pour l'apercevoir. » Daverill eut une dénégation désolée. « Comprenez, my lord, qu'il y a en ce château 200 archers de garde. » Edmond de Kent se crut un grand homme de guerre en notant intérieurement cette importante précision. Il faudrait en tenir compte pour l'évasion. « Et que si jamais l'un d'eux parlait, que madame la reine mère vint à la prendre, elle me ferait décapiter. » Pouvait-on mieux se trahir et avouer ce qu'on prétendait cacher ? « Mais je puis faire passer un message, » reprit le gouverneur, « car ceci restera entre vous et moi. » Kent, heureux de voir si vite avancer ses affaires, écrivit la lettre suivante, tandis que les rafales d'un vent mouillé battaient les fenêtres de l'auberge. « Fidélité et respect à mon très cher frère, s'il vous plaît. Je prie Dieu, de tout cœur, pour que vous soyez en bonne santé, car les dispositions sont prises pour que vous sortiez bientôt de prison et soyez délivrés des maux qui vous accablent. Soyez assurés que j'ai l'appui des plus grands barons d'Angleterre et de toutes leurs forces, c'est-à-dire leurs troupes et leurs trésors. De nouveau vous serez roi. Prélats et barons l'ont juré sur l'Évangile. » Il tendit la feuille, simplement pliée au gouverneur. « Je vous prie de la sceller, my lord, » dit celui-ci. « Je ne veux point avoir pu en connaître la teneur. » Kent se fit apporter la cire par quelqu'un de sa suite, apposa son cachet, et Daverill cacha le pli sous sa cotte. « Un message, dit-il, sera parvenu de l'extérieur au prisonnier qui, je pense, le détruira aussitôt. Ainsi... » Et ses mains firent un geste qui signifiait l'effacement, l'oubli. « Cet homme, si je sais m'y prendre assez bien, nous ouvrira les portes toutes grandes le jour venu. Nous n'aurons même pas à livrer bataille, » pensait Edmond de Kent. 3 jours plus tard, sa lettre était aux mains de Roger Mortimer qui la lisait en conseil à Westminster. Aussitôt, la reine Isabelle, s'adressant au jeune roi, s'écria pathétique « Mon fils, je vous supplie d'agir contre votre plus mortel ennemi, qui veut accréditer au royaume la fable que votre père est encore vivant, afin de vous pouvoir déposer et prendre votre place. De grâce, donnez les ordres pour qu'on châtie ce traître pendant qu'il en est temps. » En fait, les ordres étaient déjà donnés, et les sbires de Mortimer galopaient vers Winchester pour arrêter le comte de Kent sur son chemin de retour. Mais ce n'était pas seulement une arrestation que voulait Mortimer. Il exigeait une condamnation spectaculaire. Il avait quelques raisons de se hâter ainsi.
Dans un an, Édouard III allait être majeur. Il manifestait déjà de nombreux signes de son impatience à gouverner. En éliminant Kent, après avoir éloigné Lancastre, Mortimer décapitait l'opposition et empêchait que le jeune roi pût échapper à son emprise. Le 19 mars, le Parlement se réunissait à Winchester pour juger l'oncle du roi. Au sortir d'un séjour de plus d'un mois en prison, le comte de Kent apparut décomposé, amaigri, hagard, et comme s'il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il n'était pas homme décidément fait pour supporter l'adversité. Sa belle nonchalance distante l'avait quitté. Sous l'interrogatoire de Robert Walwell, coroner de la maison royale, il s'effondra, avoua tout, conta son histoire de bout en bout, livra le nom de ses informateurs et de ses complices. Mais quels informateurs? L'ordre des Dominicains ne connaissait aucun frère du nom de Dianaïde. C'était là une invention de l'accusé pour tenter de se sauver. Invention également, la lettre du pape Jean XXII. Personne, dans la suite de l'évêque de Lincoln, pendant l'ambassade d'Avignon, n'avait eu conversation au sujet du feu roi, ni avec le Saint-Père, ni avec aucun de ses cardinaux ou conseillers. Edmond de Kent s'obstinait. Voulait-on lui faire perdre la raison? Pourtant, il leur avait parlé à ses frères prêcheurs. On l'avait eu en main, cette lettre, ab omni pena et culpa. Kent découvrait enfin l'affreux traquenard dans lequel on l'avait attiré en se servant du fantôme du roi mort. Complot organisé de toutes pièces par Mortimer et par ses créatures. Faux émissaires, faux moines, faux écrits, et plus faux que tout, c'est que tout, ce Deverill du château de Corfey. Kent avait basculé dans le piège. Le coroner royal requérait la peine de mort. Mortimer, assis sur l'estrade devant les lords, tenait chacun sous son regard. Et Lancastre, le seul peut-être qui eût osé parler en faveur de l'accusé, était hors du royaume. Mortimer avait fait savoir qu'il n'engagerait aucune poursuite contre les complices de Kent, ecclésiastiques ou non, si celui-ci était condamné. Trop d'entre barons se trouvaient à un titre quelconque compromis. Ils abandonnèrent, et même Norfolk, propre frère de l'accusé, le second prince du sang, à la rancune du comte des Marches. Une victime expiatoire, en somme. Et bien que Kent, s'humiliant devant l'Assemblée, et reconnaissant son aberration, eût offert d'aller porter sa soumission au roi, en chemise, pieds nus et la corde au cou, les lords à regret rendirent la sentence qu'on attendait d'eux. Pour apaiser leur conscience, ils chuchotaient « Le roi va le gracier. Le roi usera de son pouvoir de grâce. » Il n'était pas vraisemblable qu'Édouard II fît décapiter son oncle, pour une action coupable certes, mais où la légèreté avait sa part, et où la provocation n'était que trop évidente. Beaucoup qui avaient voté la mort se proposaient d'aller le lendemain demander la grâce. Les communes, elles, refuseraient de ratifier la sentence des lords. Elles réclamaient un supplément d'enquête. Mais Mortimer, aussitôt acquis le vote de la chambre haute, courut au château où la reine, Isabelle, était à son dîner. « C'est fait, lui dit-il. Nous pouvons envoyer Edmond au billot. Mais nombre de nos faux amis escomptent que votre fils le sauvera de la peine suprême. Aussi, je vous conjure d'agir sans retard. » Il avait pris soin d'occuper le jeune roi pour toute la journée par une réception au collège de Winchester, l'un des plus anciens et des plus réputés d'Angleterre. « Le gouverneur de la ville, » ajouta Mortimer, « exécutera votre ordre, mamie, aussi bien que s'il venait du roi. » Isabelle et Mortimer se regardèrent dans les yeux. Il n'en était plus à un crime près, ni à un abus de pouvoir. La Louve de France signa l'ordre de décapiter sur le champ son beau-frère et cousin germain. Edmond de Kent fut à nouveau extrait de son cachot et en chemise, les mains liées, conduit sous escorte d'un petit détachement d'archers dans une cour intérieure du château. Là, il resta 1 heure, 2 heures, 3 heures sous la pluie, tandis que le jour tombait. Pourquoi cette interminable attente devant le billot? Il passait par des alternances d'abattement et de folle espérance. Le roi, son neveu, était sans doute en train de sceller l'ordonnance de pardon. Cette station tragique était le châtiment qu'on imposait au condamné pour mieux lui inspirer le repentir et mieux lui faire apprécier la magnanimité de la clémence. Ou bien il y avait trouble et émeute, le peuple peut-être s'était soulevé, ou peut-être Mortimer venait-il d'être assassiné. Kent priait Dieu, et soudain se mettait à sangloter d'angoisse. Il grelottait sous sa chemise trempée. La pluie ruisselait sur le billot et sur le casque des archers. Quand donc ce supplice allait-il finir? La seule explication qui ne put se présenter à l'esprit du comte de Kent, c'était qu'on cherchait un bourreau à travers tout Winchester,
et qu'on n'en trouvait pas. Celui de la ville, sachant que les communes rejetaient la sentence et que le roi n'avait pu se prononcer, refusait obstinément d'exercer son office sur un prince royal. Ses aides se solidarisaient avec lui, ils préféraient perdre leur charge. On s'adressa aux officiers de la garnison pour qu'ils eussent à désigner un de leurs hommes, à moins que ne se proposât un volontaire, auquel serait donnée grasse rémunération. Les officiers eurent un mouvement de dégoût. Ils voulaient bien maintenir l'ordre, monter la garde autour du Parlement, accompagner le condamné jusqu'au lieu d'exécution, mais il ne fallait pas leur demander plus, ni à eux, ni à leurs soldats. Mortimer entra dans une froide et féroce colère contre le gouverneur. « Ne tenez-vous pas en prison quelque meurtrier, faussaire ou brigand, qui veuille la vie sauve en échange. Allons, hâtez-vous, si vous ne voulez pas vous-même finir en geôle. » En visitant les cachots, on découvrit enfin l'homme souhaité. Il avait volé des objets d'église et devait être pendu la semaine suivante. On lui remit la hache, mais il exigea d'avoir le visage masqué. La nuit était venue. À la lueur des torches combattues par l'averse, le comte de Kent vit s'avancer son exécuteur et avait compris que ses longues heures d'espérance n'avaient été qu'une ultime et dérisoire illusion. Il poussa un cri affreux. Il fallut l'agenouiller de force devant le billot. Le bourreau d'occasion était plus peureux que cruel et tremblait davantage que sa victime. Il n'en finissait pas de lever la hache. Il manqua son coup et le fer glissa sur les cheveux. Il dut s'y reprendre à 4 fois, frappant dans une écœurante bouillie rouge. Les vieux archers alentour vomissaient. Ainsi mourut, avant d'avoir 30 ans, le comte Edmond de Kent, prince plein de grâce et de naïveté, et un voleur de ciboire fut rendu à sa famille. Quand le jeune roi Édouard III revint d'avoir ouï une longue dispute en latin sur les doctrines de maître Occam, on lui apprit que son oncle avait été décapité. « Sans mon ordre ?» dit-il. Il fit appeler lord Montagu, qui ne le quittait guère depuis le mage d'Amiens, et dont il avait pu à diverses reprises constater la loyauté. « My lord, lui demanda-t-il, vous étiez au Parlement ce jour. J'aimerais savoir la vérité. »